Tais-toi, analphabète, hurla le professeur Emiliano en frappant le sol de sa canne. L'enfant ne répondit pas. Il avait les chaussures déchirées, la chemise sale et un vieux cahier serré contre sa poitrine. Toute la classe rit. Personne n'imaginait que ce même enfant, quelques minutes plus tard, écrirait dans 9 langues différentes et forcerait le professeur le plus redouté de l'école à ravaler chacun de ses mots. Bienvenue au conte de conquête. De quel pays nous écoutez-vous aujourd'hui? Préparez-vous, car cette histoire sera différente de tout ce que vous avez vu. La salle de classe 12 de l'Institut Saint-Bartholomé ressemblait à un tribunal romain ce matin-là. Les pupitres étaient parfaitement alignés, les élèves en uniforme impeccable, l'air tendu au centre. Tel un accusé sans défense, il était là, Camilo. Pantalons usés avec une rustine maladroite au genou, chemise sans col et un cahier aux couvertures déchirées serré contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un bouclier invisible. De l'autre côté, une canne en bois à la main et une médaille d'or à la boutonnière, le professeur Emiliano se promenait comme un général vétéran. Le front haut, les cheveux blancs gominés en arrière et un regard qui pouvait foudroyer n'importe quel élève d'un simple clignement d'œil. Eh bien, rugit le professeur en s'arrêtant devant l'enfant. Tu comptes rester muet toute l'année, ou tu as seulement décidé de ressembler à un meuble cassé aujourd'hui? Les éclats de rire fusèrent depuis la 4e rangée, où les enfants de diplomates, de juges et d'hommes d'affaires occupaient leur trône de bois avec un air de supériorité. Camilo ne répondit pas. Il baissa seulement les yeux, non par peur, mais par habitude. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu ici. Dès le premier jour, sa présence avait été une anomalie dans cette école d'élite à laquelle il avait accédé grâce à une bourse discrète gérée par une vieille religieuse qui croyait aux miracles. Mais à Saint-Bartholomé, les miracles n'avaient pas bonne réputation. Je lui ai demandé de lire un simple paragraphe à voix haute, Monsieur Avilla, continua Emiliano en se tournant vers la direction où 2 inspecteurs observaient depuis le fond. Et le jeune refuse. Peut-être ne refuse-t-il pas? Peut-être ne sait-il tout simplement pas. Me trompe-je? Camilo leva lentement le regard. Ses yeux étaient sombres, grands, comme ceux de quelqu'un qui a vu trop de choses en peu de temps. Savez-vous au moins lire? Insista le professeur d'une voix théâtrale, se tournant vers le reste des élèves. Allez Camilo, prouve-leur que tu sais lire ou tais-toi pour toujours. Et puis il le dit. Tais-toi, analphabète, cria-t-il en levant la canne et en la pointant directement vers son front. Tu ne devrais pas être ici. Cette école est pour les étudiants, pas pour les imitations. La classe se tut. Camilo pleura. Il ne protesta pas. Il serra seulement plus fort son cahier, comme si cela pouvait contenir quelque chose qui bouillonnait en lui depuis longtemps. Un murmure s'éleva parmi les élèves. Certains souriaient, d'autres, pour la première fois, parurent mal à l'aise. Alors, Emiliano se tourna vers le tableau noir, prit une craie et écrivit en grosses lettres une phrase en latin, restant balcanton bendi potest. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-il sans regarder personne en particulier. Camilo leva la main. Ce ne fut pas un geste arrogant. Ce fut propre, sérieux, comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. Toi? Demanda Emiliano avec un sourire venimeux. Oui, monsieur. Le professeur plissa les yeux. Traduisez. Alors, Camilo fit un pas en avant, inspira profondément et, sans regarder le tableau noir, répondit, une chose ne vaut que ce que quelqu'un est prêt à payer pour elle. Le silence qui s'ensuivit fut différent. Ce n'était pas le silence de la peur, c'était celui de la consternation. Et comment le sais-tu? Murmura le professeur. Je l'ai lu dans un vieux livre de mon grand-père. Et si j'écris en grec et en russe, tu comprendrais aussi? Camilo ne répondit pas. Il leva seulement les yeux et pour la première fois, sourit. Le professeur Emiliano fit un pas en avant, tenant la canne comme si c'était une épée de cérémonie. Personne dans toute l'école n'osait l'affronter. Pas même les parents des élèves les plus influents n'osaient remettre en question ses méthodes. Et maintenant, un enfant au coude rapiécé avait osé le corriger. Un vieux livre de ton grand-père, as-tu dit? Camilo hocha la tête sans baisser les yeux. Le professeur claqua la langue et se tourna vers le tableau noir d'un mouvement sec. Il traça avec force une nouvelle phrase, cette fois en grec ancien. Le bruit de la craie brisant contre le tableau résonna comme un coup de feu dans la salle, Knoa aftonon. Bien, murmura Emiliano avec un sourire tordu. Éclaire-nous, jeune sage. Camilo observa les lettres pendant une seconde. Puis,
Comme s'il l'avait lu 1000 fois, il répondit, « Connais-toi toi-même. » Les sourcils d'Emiliano se haussèrent. L'un des élèves du fond laissa échapper un léger « ou » et fut immédiatement réduit au silence par un coup de coude. « Et dans quel livre as-tu lu ça aussi ?» C'est l'une des phrases les plus répétées de l'histoire de la philosophie, monsieur. Le professeur respira profondément, retenant quelque chose. Peut-être de la colère, peut-être de la peur. « Tu te crois intelligent, gamin ? » « Non, monsieur. »« Alors, qu'est-ce que tu es ?» Camillo mit une seconde à répondre. « Curieux. » La salle explosa en murmures. Le professeur Emiliano leva une main pour demander le silence, mais son visage avait changé. L'éclat de supériorité dans ses yeux avait été remplacé par quelque chose de plus sombre, irritation, insécurité, orgueil blessé. « Voyons si ta curiosité comprend aussi ceci, » grataille, écrivant d'un coup une troisième phrase. Cette fois en arabe, à la clé. Camillo regarda à peine. « L'esprit est un ornement, et je l'ai vu écrit à l'entrée d'une librairie abandonnée dans le quartier arabe où nous vivions avant. » « Tu vivais dans un quartier arabe ?» Camillo hocha la tête. « Ma mère lavait le linge dans un hôtel où logeaient des commerçants. Ils me laissaient de vieux livres en plusieurs langues. Je les collectionnais. » Le professeur Emiliano resta immobile. Pendant un instant, il parut plus vieux que jamais, comme si tout son corps craquait sous le poids de quelque chose qu'il ne savait comment nommer. Ce n'était pas seulement de la surprise, c'était le sentiment de perdre le contrôle de la salle, de son rôle d'autorité incontestable. Soudain, ce n'était plus lui qui enseignait, c'était lui qui écoutait, et il ne le tolérait pas. « D'accord, » dit-il en forçant un sourire. « Tu nous as déjà donné un spectacle. Tu peux t'asseoir. » Mais Camillo ne bougea pas. « Monsieur, et maintenant ? Vous ne m'avez pas encore posé la question en russe. » Le silence fut total. Le professeur tourna lentement la tête vers lui, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. Camillo s'était déjà approché du tableau noir. D'une main ferme, bien que poussiéreuse et aux ongles sales, il prit une craie neuve de l'étagère et écrivit avec une précision surprenante, « Snani Usila. » La connaissance et le pouvoir, traduisit-il. De l'époque de Pierre le Grand, ou avant. Personne n'est sûr. Emiliano le regarda fixement et pour la première fois, ne dit rien. Il n'avait rien à dire. Autour de lui, les élèves ne riaient plus. Certains le regardaient lui et d'autres Camillo. Mais la figure qui se dressait au milieu de cette salle, avec le soleil entrant par la fenêtre et éclairant son visage couvert de poussière, n'était plus celle d'un enfant pauvre, c'était celle d'un prodige. Un symbole vivant de quelque chose que personne ne s'attendait à trouver dans une classe d'élite, n'est-ce pas? Ce jour-là, l'Institut Saint-Bartholomé ne revint pas à la normale. Après le cours, personne n'osa parler directement à Camillo, mais personne ne l'ignora non plus. Dans les couloirs, les murmures se propagèrent comme un feu de brousse. « Tu ne l'as pas vu écrire en russe? Mon père ne comprend même pas le clavier de son portable et ce gamin écrit en arabe. Serait-ce un espion ou un robot? » Au début, c'était des blagues. Puis, elles commencèrent à ressembler à des avertissements. Camillo marchait parmi les autres avec le même cahier serré contre sa poitrine. Il ne souriait pas, ne cherchait pas les regards, mais il n'était plus invisible, et cela à Saint-Bartholomé était dangereux. Au bureau de la direction, au dernier étage du bâtiment, la sous-directrice Alicia Vasquez termina d'écouter le récit d'Emiliano, les lèvres serrées et les yeux plissés. « Vous dites qu'il vous a corrigé 4 fois devant toute la classe. » « Non seulement il m'a corrigé, » renifla Emiliano en enlevant ses lunettes avec rage. « Il m'a défié devant 40 témoins et la plupart l'ont applaudi des yeux. Et que proposez-vous de faire? Qu'on lui retire sa bourse? Pour avoir montré du talent? Pour insubordination? » Alicia s'adosse à sa chaise en cuir, croisant les bras avec sérénité. Elle connaissait Emiliano depuis plus de 20 ans. Elle savait comment il fonctionnait mais ne l'avait jamais vu ainsi, nerveux, inquiet, blessé dans son orgueil le plus profond. « Vous avez peur? » « Moi oui. »« Vous, Emiliano, parce que cet enfant n'est pas seulement un étudiant. C'est une menace pour votre façon d'enseigner, pour votre façon de commander. » Le professeur se leva lentement. « Cet enfant ne devrait pas être ici, » dit-il les dents serrées. « Ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'ordre. Si nous laissons n'importe quel prodige du barrio Bajo se moquer de nos structures,
Saint Bartholomé cessera d'être Saint Bartholomé. Et que sera-t-il alors? Emiliano ne répondit pas. Il quitta simplement le bureau et ferma la porte avec plus de force que nécessaire. À la cantine, Camilo déjeunait seul comme toujours, jusqu'à ce qu'un plateau se pose devant lui. Salut. C'était une fille aux cheveux attachés, aux lunettes rondes et au regard curieux. Julieta Aponte, fille de diplomate, première dans presque toutes les matières, la seule qui n'avait jamais eu besoin de rivaliser avec qui que ce soit pour se démarquer. J'ai vu ce que tu as fait aujourd'hui en classe d'Emiliano, dit-elle, s'asseyant sans demander la permission. Jamais personne ne lui a répondu ainsi, pas même les nouveaux professeurs. Camilo hocha la tête, mâchant lentement. Sais-tu aussi écrire en japonais? Seulement l'hiragana et un peu de kanji. Julieta haussa un sourcil. Combien de langues parles-tu exactement? Je ne sais pas. Plus de 5. Camilo hésita un instant, hocha doucement la tête. J'ai une théorie, dit-elle en se penchant vers lui comme si elle partageait un secret d'État. Tu n'es pas un enfant normal, tu es une expérience du gouvernement. Camilo sourit pour la première fois depuis longtemps. Un léger sourire sans montrer les dents, presque invisible. Je ne suis pas une expérience. Je n'avais juste rien d'autre à faire que de lire, et tu ne parles jamais. Parler ne change rien, mais écrire oui. Julieta se tut pour la première fois, ne sachant que dire. Dans la salle des professeurs, une nouvelle rumeur commençait à prendre forme. Le recteur avait reçu un appel d'un journal local. Quelqu'un avait parlé de l'enfant aux 9 langues et en quelques heures, le nom de Camilo commença à circuler parmi les directeurs d'autres écoles, les associations de parents, les journalistes et même les politiciens. Camilo n'était plus le garçon bizarre. Il était maintenant un symbole, un trophée, et tous voulaient savoir d'où il venait. Tous, sauf Emiliano. Lui ne voulait pas savoir d'où il venait. Il voulait savoir jusqu'où il pouvait aller, plus important encore, comment l'arrêter. Car en son fort intérieur, quelque chose lui disait que si personne ne le freinait, cet enfant ne dominerait pas seulement les langues mortes. Il ferait aussi revivre des vérités enterrées depuis longtemps. Des vérités qui pourraient renverser plus qu'un professeur arrogant. Des vérités qui mettraient tout en péril. Cette nuit-là, tandis que les lumières de l'internat s'éteignaient une par une, Camilo s'assit sur son lit avec sa lampe de poche sous la couverture et écrivit une seule phrase sur une feuille froissée, une phrase en latin d'une écriture ferme, soignée, comme si chaque mot portait le poids d'un destin. Il la plia 3 fois et la plaça dans son cahier. Le lendemain, il la déposerait sur le bureau d'Emiliano en complet silence. Et cette phrase, bien qu'écrite dans une langue ancienne, provoquerait un écho moderne que personne ne pourrait arrêter. Le professeur Emiliano arriva tôt en classe comme toujours, mais quelque chose dans sa démarche semblait différent ce matin-là. Ce n'était pas son pas qui restait droit, élégant comme une baguette, ni sa veste noire parfaitement repassée. C'était son regard, la façon dont il ne saluait personne, la manière dont il baissait la tête comme s'il évitait de croiser les yeux. Quand il poussa la porte de la salle 12, l'air avait un poids étrange, une tension suspendue. Sur son bureau, juste au centre, il y avait un papier plié en 3 parties, sans nom ni signature. Un papier commun du même vieux cahier que Camilo portait chaque jour contre sa poitrine. Emiliano ferma la porte derrière lui sans quitter des yeux le message. Il le prit d'une main ferme et l'ouvrit. Écrit à l'encre bleue d'une écriture nette et grave, il disait « Veritas filia temporis ». La vérité est fille du temps. Rien de plus. Aucune explication, aucune menace explicite. Mais pour Emiliano, cette phrase fut comme une bombe muette. Ses mains tremblèrent à peine, juste assez pour que la craie lui échappe des doigts et tombe au sol lorsqu'il tenta d'écrire au tableau. Vérité, temps, 2 concepts qu'il avait lui-même manipulés pendant des années pour imposer le respect. Mais présenté ainsi en latin pur par un enfant au visage sale et au regard serein, il sonnait comme une prophétie. À 8 heures précises, les élèves commencèrent à entrer. Camilo fut le dernier, non par timidité, mais parce qu'il attendait toujours que les autres soient assis pour ne pas croiser les regards. Il prit place au dernier rang, sortit son cahier et l'ouvrit. Il ne regarda pas le professeur, ne chercha pas de réaction. Emiliano l'observa, essayant de trouver sur son visage une trace d'ironie, de défi, d'arrogance, mais il ne vit que du calme, et cela le désarma. Cours d'histoire universelle, annonça-t-il, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Sujet du jour, propagande de guerre et manipulation informative.
Alors qu'il écrivait au tableau noir, il savait que tous attendaient quelque chose, une réponse, une réaction, une punition. Mais il ne ferait pas cela. Pas devant tous, pas maintenant. À la fin du cours, il attendit que les élèves sortent un par un, comme les gouttes d'une légère averse. Camillo fut le dernier à se lever. « Camillo » dit Emiliano juste au moment où l'enfant allait franchir la porte. Le garçon s'arrêta. Il ne tourna pas le corps, seulement la tête. Cette phrase en latin, d'où la tiens-tu? D'un vieux livre de loi, dans la bibliothèque de mon grand-père. Sais-tu ce que ça signifie? Oui, monsieur. Et pourquoi me l'as-tu donné? Camillo le regarda une seconde, puis baissa les yeux et répondit, parce que je pensais que vous la connaissiez déjà. Silence, le professeur déglutit. Sais-tu qui l'a dite? Sir Francis Bacon, Xe siècle. Mais elle a aussi été utilisée par les juristes romains pour défendre des innocents injustement accusés. Cette dernière phrase pénétra comme un couteau. Injustement accusé. Camillo hocha la tête. Quand on n'a pas le pouvoir de parler, parfois on ne peut qu'attendre. Et il partit sans dramatisme, sans rancune, juste avec dignité. Cette nuit-là, Emiliano ne dormit pas. Il ouvrit sa bibliothèque chez lui, qu'il avait fièrement construite pendant 40 ans, et chercha le livre dans lequel il se souvenait avoir lu cette phrase. Il la trouva dans un livre qu'il avait déjà oublié, Principes fondamentaux du droit romain, et elle était là, soulignée par lui-même dans sa jeunesse, Veritas filia temporis. La vérité est fille du temps. Et pour la première fois, il pensa que peut-être il vieillissait sans se rendre compte que cet enfant n'était pas une menace. Peut-être était-il un miroir. Mais non, tous pensaient ainsi. Dans la salle du conseil des élèves, un groupe d'élèves aux noms longs et aux poches profondes se réunissait en secret. Ce garçon est en train de devenir le centre de tout, dit Thomas Baird des transports. Il fait passer tous les professeurs pour des idiots. Ma mère dit que la presse veut l'interviewer. Et s'ils l'expulsent, ils ne pourront pas y arriver sans y être invités, intervint Julieta à Ponte. Sa bourse est protégée par une fondation légale, et en plus, il a du talent. Alors, il va falloir faire quelque chose nous-mêmes. Julieta resta silencieuse. Elle était venue juste pour écouter, mais elle comprenait maintenant quelque chose que Camillo n'avait pas encore découvert, que la connaissance peut ouvrir des portes, mais elle crée aussi des ennemis, et que les ennemis les plus dangereux ne sont pas toujours des adultes. Parfois, ils portent des uniformes, des chaussures cirées et de faux sourires. Pendant toute une semaine, Camillo continua d'assister aux cours comme si rien n'avait changé. Il s'asseyait toujours à la même place, ouvrait son cahier au même rythme, écrivait avec la même concentration silencieuse qui donnait l'impression que le monde se délitait hors de la salle et qu'il restait intact à l'intérieur. Mais ce que Camillo ne savait pas ou ne voulait pas savoir, c'est que non seulement les professeurs l'observaient, mais ses propres camarades l'étudiaient. Ce qui était auparavant de la moquerie se transforma en stratégie. Dans un coin de la cour arrière, loin des caméras et des couloirs principaux, Thomas Béran rencontra deux de ses alliés habituels, Santiago Giraldo, fils d'un entrepreneur textile, et Martin Zara, dont le père était juge fédéral. Les trois étaient assis en cercle, leurs sacs à dos ouverts comme des boucliers et les visages cachés par l'ombre du plus vieil arbre de l'école. Ce morveux se prend pour le centre de l'univers, murmura Thomas, froissant un papier entre ses doigts. Même Emiliano a peur de lui. Ce n'est pas de la peur, corrigea Santiago. C'est du respect, et c'est pire. Et que proposes-tu? Le frapper? Déchirer ses livres? Thomas sourit, mais pas comme un enfant. Il le fit comme quelqu'un qui a vu des adultes pires. Nous allons le faire tomber avec la seule chose qui le soutient, sa tête. Comment? Plagiat. Les deux autres le regardèrent. Nous allons lui tendre un piège, quelque chose qui semble tentant, un texte complexe dans une autre langue qu'il traduira, quelque chose avec des droits d'auteur. Nous le ferons passer pour le sien et ensuite, nous le dénoncerons. Et s'il n'accepte pas, il le fera parce que les génies ne résistent pas à un défi. Ce même jour, à la fin du cours de littérature comparée, Thomas s'approcha de Camillo avec un nouveau cahier à la main et lui dit d'une voix calme, comme si rien ne s'était jamais passé entre eux, « J'ai trouvé ça chez moi. C'est d'un ami de mon père qui a vécu à Prague. Ce sont des textes en vieux tchèque. Je ne comprends rien, mais on m'a dit qu'ils étaient géniaux. » Camillo leva les yeux, surpris que quelqu'un comme Thomas lui parle sans moquerie. Tchèque? Oui.
Je me suis dit que tu pourrais peut-être les traduire. Personne d'autre ici ne pourrait. C'est un défi. Camilo tint le cahier quelques secondes. Il feuilleta les pages, des lettres serrées, de longues phrases, un style dense et élégant. Cela ne semblait pas faux. Je ne suis pas sûr, répondit-il. Je ne maîtrise pas bien le tchèque. Mais tu peux essayer, non? Camilo hésita, hocha la tête. J'essaierai, mais je ne promets rien. Thomas lui tapota l'épaule et s'éloigna en souriant. De loin, Julieta les observa, les sourcils froncés. Cet après-midi-là, Camilo s'enferma dans la petite bibliothèque de l'internat. Il avait découvert que derrière l'armoire d'encyclopédie, il y avait une étagère oubliée avec d'anciens dictionnaires et des manuels de langue slave. Pendant des heures, il compara symboles, sons, significations. La traduction ne fut pas facile. Certaines phrases n'avaient pas de sens direct, d'autres semblaient des fragments poétiques. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, quelque chose attira son attention. Le texte n'était pas littéraire. Il avait la structure d'un article universitaire, comme une conférence. Camilo, avec l'innocence de celui qui cherche la vérité et non le piège, traduisit tout dans son cahier. À la fin, il signa de ses initiales par simple habitude. 2 jours plus tard, les couloirs de l'école tremblèrent à une nouvelle, Camilo aurait plagié un texte tchèque protégé par des droits d'auteur et l'aurait présenté comme sien. La rumeur se répandit comme un feu de brousse. Personne ne savait comment elle était parvenue aux oreilles de la direction, personne sauf Thomas. Et bien que personne ne le dise à voix haute, certains savaient que quelque chose ne collait pas. Julieta en faisait partie. En classe d'éthique et de citoyenneté, le directeur lui-même interrompit la journée. Camilo Fernandez marquait, lut-il sur une feuille. Il t'est demandé de te présenter au bureau du recteur à la fin du cours. Toute la classe se tourna vers lui. Camilo ne leva pas la tête. Il ferma seulement lentement son cahier et pour la première fois, se sentit fatigué, non par le travail ni par l'exclusion, mais par la compréhension qu'à cet endroit, en savoir trop pouvait devenir un crime. Cette nuit-là, Julieta trouva le cahier de traduction de Camilo, oublié dans un coin de la bibliothèque. Elle le feuilleta, analysa le texte et, en arrivant à la fin, resta figée. Le texte tchèque était réel, mais il n'était pas récent. C'était une traduction d'un manuscrit du XIXe siècle, déjà tombé dans le domaine public. Camilo n'avait rien plagié. Il avait juste été trop brillant pour son propre bien, et quelqu'un ne le supportait pas. Julieta ferma le cahier avec force. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais elle savait aussi qu'en le défendant, elle deviendrait la cible de ceux-là même qui voulaient le détruire. La question n'était pas de savoir si elle pouvait prouver son innocence. La vraie question était, l'école était-elle prête à découvrir que son analphabète était en réalité le seul capable de lire la vérité? Les murs du bureau du recteur étaient recouverts de boiseries sombres et de livres que personne n'ouvrait depuis des décennies. C'était l'endroit où les conflits étaient résolus en interne, comme le disaient les dirigeants de l'Institut Saint-Bartholomé. Là, n'entraient ni avocats, ni parents, ni enregistreurs, seulement des noms, des réputations et le silence. Camilo était assis sur l'une des 2 chaises au centre. D'un côté, la sous-directrice Alicia examinait des documents d'un air neutre. De l'autre, un professeur de mathématiques faisait office d'observateur, bien qu'il semblât plus intéressé à finir son café. Devant, le recteur Cristobal Laurent, un homme mince, au visage taillé dans la pierre, feuilletait le rapport qu'on lui avait remis ce matin-là. Camilo Fernandez marquait, dit-il finalement sans lever les yeux, vous êtes accusé d'avoir présenté comme vôtre la traduction d'un texte tchèque protégé, correspondant à un essai académique enregistré il y a 7 ans par l'université Charles de Prague. Camilo ne répondit pas. Le recteur leva les yeux, cherchant une réaction. Il ne la trouva pas. Selon le rapport, ce texte a été trouvé dans votre cahier personnel, signé de vos initiales. Avez-vous quelque chose à dire? Je l'ai traduit, répondit Camilo d'une voix basse mais claire. Et vous saviez qu'il avait des droits d'auteur, n'est-ce pas? Comment est-il arrivé jusqu'à vous? Thomas me l'a donné. Il m'a dit que c'était d'un membre de sa famille sans importance légale, juste pour pratiquer. Quel camarade? Camilo hésita. Il le savait. Il aurait pu dire le nom, mais il ne le fit pas. Je ne me souviens pas, répondit-il. Le recteur ferma le dossier. C'est préoccupant. Dans le couloir devant le bureau,
Giulietta Aponte faisait les 100 pas comme une bête en cage. Dans ses mains, elle tenait le cahier de Camillo, et par-dessus, une feuille imprimée avec l'historique du texte original qu'elle avait trouvé à l'aube. Ce n'était pas un essai protégé, c'était un manuscrit de 1862 oublié dans les archives numériques d'une bibliothèque hongroise. Ce que Camillo avait fait était admirable, légal et complètement original. Giulietta savait que si elle n'intervenait pas, il serait expulsé. Elle savait que l'injustice, lorsqu'elle se consolide dans de vieilles institutions, n'a pas besoin de preuves. Elle a juste besoin de silence. Et c'est pourquoi elle frappa à la porte sans demander la permission. Puis-je savoir ce que cela signifie, dit le recteur en la voyant faire irruption. C'est une réunion privée. Alors, expulsez-moi aussi, dit-elle en marchant vers le bureau. Mais avant, lisez ceci. Elle déposa les documents devant tout le monde. Ce texte que vous accusez Camillo de plagier est un manuscrit hongrois du domaine public. Il a été numérisé il y a 5 ans. Il n'a rien copié. Il a traduit un document oublié et il l'a fait avec précision. Si c'est un crime, alors enfermez-moi pour savoir lire. Le silence fut absolu. La sous-directrice Alicia feuilleta les papiers puis regarda le recteur, un sourcil levé. La source est réelle, dit-elle. Vérifiable et logique. Qui d'autre dans cette école traduirait quelque chose comme ça? Le recteur respira profondément. Sa mâchoire se tendit. Ce jeune homme ne génère pas de conflit pour la première fois, jura-t-il. Des conflits, répliqua Giulietta. Où est-ce que cela vous dérange de ne pas pouvoir le contrôler? La salle sembla se rétrécir. Camillo, toujours sur sa chaise, observa Giulietta avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Mais sans un sourire, il baissa seulement la tête, car il savait ce que cela signifiait, elle venait de changer de camp et cela avait un prix. 1 heure plus tard, la direction publia un communiqué interne. Après examen des antécédents, il a été déterminé qu'il n'y a pas eu de plagiat de la part de l'élève Camillo Fernandez Marquet. L'affaire est classée. Il n'y eut ni excuse ni compensation, seulement une note sèche et davantage de murmures dans les couloirs. Mais chez les élèves, l'effet fut immédiat. Certains le regardaient avec admiration, d'autres avec peur, mais la plupart avec ressentiment, car le système avait essayé de l'écraser et n'y était pas parvenu. Et dans un endroit comme Saint-Bartholomé, c'était impardonnable. Cette nuit-là, Thomas Béran frappa le mur du vestiaire du poing fermé. Cette vipère qui se mêle de tout a tout gâché. Elle ne l'a pas fait pour lui, répondit Santiago. Elle l'a fait parce qu'elle a peur de lui. Peur de qui? De quelqu'un qui ne peut pas être détruit par des rumeurs. Ne te trompe pas, dit Thomas en le regardant froidement. Tout le monde a un point faible, même ceux qui parlent latin. Pendant ce temps, Camillo écrivait une nouvelle page dans son cahier, assis dans le coin le plus solitaire de la bibliothèque. Mais cette fois, il ne traduisait pas, il écrivait quelque chose de lui, une histoire. Son histoire, car il avait compris quelque chose d'essentiel. Pendant qu'il parlait, il écrivait. Et celui qui écrit parfois n'a pas besoin de crier, seulement d'attendre. Car les mots bien placés vainquent le temps et les cris sont emportés par le vent. Après le communiqué officiel, l'école fonctionna de nouveau mais ne respira plus. Camillo ne fut pas expulsé, mais il ne fut pas non plus absous avec dignité. On le laissa là comme une tache sur le marbre poli, rappelant à tous ceux qui ne devraient pas être présents. Il n'était plus seulement le pauvre boursier. Il était désormais quelque chose de pire, une exception qui avait survécu au système, et le système ne pardonne pas à ceux qui résistent sans permission. Les heures s'écoulaient avec une nouvelle lenteur. En classe, le professeur Emiliano parlait comme toujours, d'une voix ferme, des leçons complexes et une autorité en apparence intacte, mais ses yeux ne s'arrêtaient jamais sur Camillo. C'était comme s'il refusait de voir ce qu'il ne pouvait plus contrôler. Les camarades ne le regardaient pas non plus directement, mais murmuraient, et le murmure fait plus mal que le cri. Parfois, il suffisait du frottement d'un sac à dos ou d'un banc déplacé intentionnellement pour qu'il trébuche, ou d'un rire contenu quand il levait la main pour répondre à une question à voix basse. Pourquoi lève-t-il la main s'il sait déjà tout? Il l'a sûrement lu encore en martien. Camillo ne répondait pas. Il écrivait seulement, mais pas toujours à l'encre. Il avait commencé à remplir son cahier de pensées qu'il ne partageait avec personne, de phrases qui ne rentraient pas dans les marges des cours, d'idées qui lui montaient de l'estomac et restaient coincées entre ses doigts. Je ne suis que personne. Je ne veux juste ressembler à personne.
Ceux qui crient avec pouvoir craignent ceux qui écrivent en silence. Le châtiment du sage n'est pas la moquerie, c'est l'isolement. Giulietta, assise au rang devant, percevait le poids du silence de Camillo comme si c'était le sien. Ils ne se parlaient plus depuis cet après-midi au bureau du recteur. Non pas parce qu'ils étaient distants, mais parce qu'ils savaient qu'un seul mot mal prononcé pouvait les transformer en cible de quelque chose de plus dangereux que le mépris, la vengeance organisée. Ce fut un matin gris avec le ciel couvert et une odeur de terre mouillée que Camillo trouva quelque chose dans son casier. Une enveloppe de papier épais sans expéditeur, à l'intérieur seulement une feuille. Et sur elle, une phrase tapée à la machine, « Ton sang n'est pas celui d'un génie, c'est celui d'un traître. Demande après ton père. » Camillo l'a lu 3 fois. Il ne comprenait pas le message, mais son corps oui. Il sentit ses mains trembler, sa bouche s'assécher sans raison apparente, non par peur, mais par reconnaissance. Parce que ce mot « père » n'était pas quelque chose que l'on prononçait dans son histoire. C'était un vide, un que personne n'osait combler. Cette nuit-là, il retourna dans sa chambre sans parler à personne. Il n'alla pas à la bibliothèque, n'écrivit pas, ne lut pas. Il s'assit seulement sur le bord du lit avec l'enveloppe toujours dans sa poche, serrée contre sa jambe. Pour la première fois depuis longtemps, il pleura, non de tristesse, mais de rage, parce qu'il comprenait quelque chose avec une certitude brutale, ils étaient en train de fouiller, et pas dans ses cahiers, mais dans sa vie. Pendant ce temps, Giulietta vérifiait son casier à l'autre bout du couloir. À l'intérieur, elle trouva une note similaire, mais elle n'était pas tapée à la machine, mais manuscrite, « Si tu continues à le défendre, toi aussi, tu tomberas. » Peu importe le nombre de langues qu'il connaît, la langue de la peur est universelle. Le vent s'engouffrait par les fenêtres de l'internat comme un avertissement muet. Quelque chose bougeait dans les couloirs, quelque chose de plus que de l'envie, plus que de l'élitisme. C'était la machinerie d'un système qui ne tolère aucune faille. Et Camillo était une faille, une qui ne pouvait être colmatée par une bourse, ni par une note au tableau noir, ni par une punition, car sa force n'était pas dans sa voix, ni dans son uniforme. Elle était dans ce qu'il écrivait et dans ce qu'il taisait. Au fond de l'internat, un vieux concierge, le même qui avait vu passer des générations entières par cette école sans jamais parler, balaya un papier froissé du sol. Il l'ouvrit avant de le jeter. Il disait seulement « Veritas filia temporis ». L'homme le lut en silence et sourit à peine un peu, comme si au milieu de toute cette boue déguisée en marbre, il restait encore une étincelle de vérité. La nuit tomba comme un lourd rideau sur l'internat. Les couloirs sombres respiraient un silence épais, à peine interrompu par le lointain bourdonnement des néons qui clignotaient. Chaque chambre était une boîte fermée où le sommeil semblait impossible, surtout pour Camillo. Assis sur son lit, le dos appuyé contre le mur froid, il observait la feuille anonyme encore et encore. « Ton sang n'est pas celui d'un génie, c'est celui d'un traître. Demande après ton père. » La phrase brûlait comme une aiguille invisible dans sa poitrine car Camillo avait un père, ou plutôt, on ne lui en avait jamais parlé. Depuis qu'il était petit, chaque fois qu'il posait la question, sa mère détournait le regard. Ce n'est pas quelque chose que tu dois savoir. Il n'est plus là. C'est mieux ainsi. Rien de plus. Pas un nom, pas une photo, pas une histoire. Jusqu'à cette nuit, Camillo avait accepté le vide comme faisant partie du paysage, comme quelqu'un qui grandit sans savoir que la mer existe et ne la regrette pas. Mais maintenant, quelqu'un le poussait vers cette rive invisible, et non pour qu'il l'explore, mais pour qu'il s'y noie. Le lendemain matin, Camillo se leva avant que la première sonnerie de l'école ne retentisse. Il descendit en silence jusqu'aux archives de l'aile administrative où la bibliothécaire avait l'habitude de garder les dossiers historiques des élèves. Personne n'y allait sans permission, mais il ne demanda pas de permission. Il savait qu'il avait une courte fenêtre avant que quelqu'un ne le voie. Il chercha la section des anciennes bourses, puis les lettres de recommandation et enfin les rapports d'admission. Son propre dossier était là. Dossier marron. Étiquette mal collée. Il l'ouvrit d'une main froide. À l'intérieur, il y avait des papiers médicaux, des documents d'identité, une lettre de la religieuse qui avait géré son entrée à l'école et une fiche d'inscription signée d'un nom qu'il ne connaissait pas. Responsable légal, Elias Marquet Ramirez. Marquet, le deuxième nom de famille de Camillo. Elias, un nom qu'il n'avait jamais entendu chez lui. Il n'y avait pas de photo, seulement une observation en marge, visite non autorisée. Confidentiel. Le cœur de Camillo se mit à battre fort.
Il remit tout dans le dossier, le ferma et le laissa exactement comme il l'avait trouvé. Il quitta les archives avant que quiconque ne le remarque, mais son esprit n'était plus à l'intérieur de l'école. Il était sur Elias Marquet. Qui était-il et pourquoi quelqu'un l'appellerait-il traître? Julieta le trouva à la bibliothèque peu après la récréation. Il était assis devant une carte ancienne sans vraiment la regarder. « Tu n'es pas allé en cours d'histoire » dit-elle en baissant la voix. Camilo ne répondit pas. « Il s'est passé quelque chose ?» Il leva les yeux, lents, profonds. « Tu as un père ?» La question la surprit. « Oui » répondit-elle. « Je ne le vois pas souvent, mais oui. » Camilo baissa de nouveau le regard. « Et tu sais qui il était ?»« Bien sûr. »« Pourquoi ?» Il hésita quelques secondes. « Parce que... » Julieta s'assit à côté de lui sans parler. Elle savait que ce silence valait plus que n'importe quel réconfort. Après un moment, il sortit de sa poche une feuille pliée. Pas l'anonyme, une nouvelle. Il l'avait écrite la nuit précédente. Julieta la lut en silence. « Si tu ne connais pas ta racine, tu grandiras tordu, même si tu fleuris. » Ce jour-là, après le déjeuner, une femme âgée arriva à l'école. Elle n'entra pas par la porte principale. Elle passa par l'aile des services où peu d'élèves passaient. Elle portait un manteau sombre, les cheveux attachés et une expression tendue. C'était sœur Magdalena, la religieuse qui avait géré la bourse de Camilo, l'une des rares personnes qui connaissaient son histoire avant même qu'il ne puisse l'écrire. Elle fut reçue en privé par la sous-directrice Alicia Vasquez. « Savez-vous pourquoi nous vous avons appelé ?» demanda Alicia. « J'imagine qui était Elias Marquet. » Sœur Magdalena ferma les yeux un instant. « Un homme que je n'aurais pas dû connaître. »« Et quelle relation a-t-il avec Camilo ?»« Aucune officielle. »« Et officieuse ?» La religieuse baissa le regard. « C'était son père. » Silence. « Est-il vivant ? » « Je ne sais pas. » « Pourquoi son nom figure-t-il comme confidentiel ? » « Parce que son histoire n'est pas propre. » Cela signifie que si cette vérité est révélée dans cette école, non seulement ils détruiront l'enfant, mais ils l'utiliseront ou l'effaceront complètement. Pendant ce temps, Camilo écrivait sans cesse dans son cahier. Il ne prenait pas de notes de cours, ne résolvait pas d'exercices. Il écrivait une lettre. Il ne savait pas à qui il l'enverrait, mais il devait le faire, car en lui quelque chose avait changé. Il ne voulait plus seulement apprendre des langues, ni comprendre des livres, ni survivre au système. Maintenant, il voulait comprendre son origine, et il savait que si son père avait été appelé traître, il y avait une histoire cachée dans son sang, une histoire que peut-être personne n'était prêt à lire. Les rumeurs se propageaient plus vite que les cloches de l'école. Depuis la visite silencieuse de sœur Magdalena, plusieurs professeurs commencèrent à parler à voix basse. Certains archivaient des papiers, d'autres passaient des appels qui n'étaient enregistrés nulle part. Quelque chose s'était ouvert, une blessure, une brèche par où s'engouffrait le vent d'un passé que beaucoup croyaient enterré, mais qui n'était pas mort, juste endormi, attendant que quelqu'un, avec la maladresse d'un enfant ou la bravoure d'un orphelin, le touche de ses doigts tachés de vérité. Ce quelqu'un était Camilo. La classe de sciences politiques de cette semaine fut interrompue par l'arrivée d'un inspecteur du ministère de l'Éducation. Sa présence fut annoncée avec naturel, mais son visage ne correspondait pas à ce calme. C'était un homme grand, à la voix acérée et au sourire si contenu qu'il semblait dessiner à force. « Juste une révision de routine, dit-il. Rien de personnel, rien à craindre. » Mais tous savaient qu'il y avait bien quelque chose de personnel et qu'il y avait beaucoup à craindre. Car quand le pouvoir descend de ses tours pour regarder les enfants, ce n'est jamais par curiosité. Camilo fut discrètement appelé au bureau du recteur. L'invitation ne vint pas sur une note. Ce n'est pas un auxiliaire qui l'apporta. Ce fut le professeur Emiliano en personne qui vint le chercher, entra dans la classe et dit sans émotion, « Fernandez Marquet, accompagne-moi. » Camilo se leva sans un mot. Juliette voulut le retenir du regard, mais il ne la vit pas. Il était complètement absorbé en lui-même. Dans le bureau l'attendaient 3 adultes, le recteur Laurent, la sous-directrice Alicia et l'inspecteur. « Camilo, » dit le recteur avec une courtoisie artificielle. « Nous vous demandons de prendre place. Nous voulons juste discuter. » Il s'assit. « Nous avons reçu quelques préoccupations, continua Alicia, concernant certains documents anciens dans votre dossier.
Rien de grave, mais nous voulons savoir si vous connaissez quelqu'un nommé Elias Marquet. L'inspecteur l'interrompit. Camilo déglutit. Je l'ai lu sur un papier dans mes archives. Savez-vous qui il était? Non. Voudriez-vous le savoir? Camilo hésita. Puis il dit, oui, mais je ne sais pas si vous me direz la vérité. Le silence fut brutal. Pendant une seconde, personne ne respira. L'inspecteur sourit. Réponse intelligente. Il ne figure sur aucune liste officielle, continua le recteur. Mais il existe des registres indiquant qu'il a été lié, il y a des décennies, à des mouvements dangereux. Quel type de mouvement? D'opposition, de dissidence interne, de pensée radicale, des mots qui, à d'autres époques, étaient motifs de prison et de disparition. Camilo fronça les sourcils. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? L'inspecteur le regarda dans les yeux. Il porte votre nom de famille. Camilo se pencha en avant. Et qu'est-ce que ce nom de famille a de si effrayant pour qu'il soit lié à un incident qui s'est produit ici même dans cette école il y a 22 ans? La salle sembla tourner. Le recteur se cala sur sa chaise. Elias Marquet était un élève de Saint-Bartholomé, l'un des meilleurs, comme vous. Mais, ajouta Alicia, lors de sa dernière année, il a divulgué des documents internes de l'école révélant la corruption, la censure de livres, la discrimination systématique contre les élèves boursiers. Il a été expulsé sans jugement, dit l'inspecteur. Et puis il a disparu. Camilo sentait un bourdonnement dans ses oreilles. Et que voulez-vous de moi? Nous voulons savoir s'il vous a appris quelque chose, dit l'inspecteur. S'il vous a laissé des documents, si quelqu'un vous a contacté de sa part, si vous avez écrit quelque chose de similaire. Camilo serra les poings. Je n'écris que ce que je pense. Et ce que vous pensez ressemble à ce qu'il pensait. Camilo se leva. Je ne le sais pas parce que je ne l'ai jamais connu. Parce que vous vous êtes chargé d'effacer son nom de tous les livres. Asseyez-vous, dit le recteur. Non, ce n'est pas votre décision. Ce n'était pas la mienne non plus de venir à cette école, répondit-il avec fermeté. Mais je suis ici. Et si vous croyez qu'écrire sur la vérité est un acte subversif, alors le problème n'est pas mon nom de famille, le problème est ce bâtiment. Alicia le regarda sans parler. Le recteur serra les dents. L'inspecteur soupira. Merci, Camilo. Vous pouvez vous retirer. Quand il sortit du bureau, ses jambes tremblaient, mais pas de peur, de fureur, car maintenant il savait quelque chose qu'il ne pourrait jamais oublier. Ils n'essayaient pas seulement de le faire taire. Ils essayaient de lui faire hériter du silence, et il n'allait pas l'accepter. Cette nuit-là, il reçut une nouvelle enveloppe sous sa porte. Elle ne contenait pas de menaces, seulement une page photocopiée d'un ancien journal. Étudiant rebelle de Saint-Bartholomé disparaît après avoir dénoncé un réseau de censure académique. L'article était découpé, la photo floue, mais la signature était claire, Elias Marquet. Et en dessous, à l'encre fraîche, quelqu'un avait écrit « Ce qui a commencé avec toi ne se termine pas avec toi. Tu es en train d'écrire une histoire que d'autres ont voulu effacer. Fais-le bien. » Camilo ferma les yeux et sut qu'il n'écrivait plus pour lui-même. Il écrivait pour tous ceux qui n'avaient jamais pu signer leurs propres mots. Le matin commença par un calme étrange. Le ciel était dégagé, le vent effleurait à peine la cime des arbres et la sonnerie du premier cours retentit alors comme toujours. Mais les couloirs de Saint-Bartholomé semblaient tendus, comme s'ils savaient ce qui allait se passer, bien que personne ne le dise à voix haute. Camilo arriva en classe sans cahier. Il n'avait ni sac à dos, ni stylo, juste une enveloppe pliée serrée entre ses doigts. Il s'assit à sa place habituelle au fond, mais il ne regardait pas vers l'avant. Il regardait sur les côtés. Il observait les murs, les fenêtres, les visages, comme s'il lisait toute l'école pour la dernière fois. À la moitié du cours de littérature, la professeure Claudia demanda aux élèves de lire un poème devant le groupe. La plupart refusaient avec des excuses. Julieta fut l'une des premières à se proposer et récita quelques vers de Benedetti d'une voix ferme. Puis vint le tour de Camilo, mais il ne lut pas de poésie. Quand il se leva, il sortit l'enveloppe de sa poche et la posa sur le bureau. « Je n'ai pas apporté de poème, dit-il, mais un texte. »« Est-ce le vôtre » demanda la professeure un peu inquiète. « Oui, voulez-vous le lire ?» Camilo hocha la tête, et alors l'école s'arrêta. Sa voix n'était pas forte, mais ferme.
Elle ne tremblait pas, n'hésitait pas. C'était la voix de quelqu'un qui a été si longtemps silencieux qu'il a appris à parler du fond de ses entrailles. Je suis né non paternel, sans terre, sans lignage. On m'a dit que c'était une honte. On m'a appris à marcher sans faire de bruit, à ne pas déranger, à ne pas me faire remarquer, à ne pas corriger. Mais j'ai commis une erreur. J'ai appris à lire. En lisant, j'ai découvert qu'il y a des mots plus anciens que la peur, des mots qui ne se vendent ni ne se rendent. Et alors, j'ai écrit. J'ai écrit parce que je n'avais pas d'autre moyen d'exister. Parce que si je ne nommais pas ce que je vivais, d'autres le raconteraient à ma place. Et maintenant, on m'appelle problème, on m'appelle copie, on m'appelle menace. Mais je ne suis pas venu menacer, je suis venu traduire l'injustice en langue humaine. Et si cela vous dérange, alors vous n'avez pas peur de moi. Vous avez peur de ce que je suis capable d'écrire quand personne ne m'interrompt. La salle fut plongée dans un silence absolu. Personne ne respirait, personne ne bougeait. Jusqu'à ce que, sans avertissement, Julieta applaudisse. Un seul applaudissement, lent, sincère. Puis un autre élève et un autre, jusqu'à ce que plus de la moitié de la classe brise la barrière invisible que l'école avait construite pendant des années. La professeure tenta de reprendre le contrôle. Merci Camilo. Mais cela n'était pas au programme aujourd'hui. Il hocha la tête. Je sais. Mais il n'était pas non plus au programme de ma vie d'être ici. Et il se rassit, les yeux fixes et la poitrine ouverte. 1 heure plus tard, la vidéo circulait déjà parmi les élèves. Quelqu'un l'avait enregistrée, l'avait mise en ligne, et elle avait déjà des milliers de vues. Celui qui sait écrire ne se tait pas, disait le titre. Saint-Bartholomé brûlait de l'intérieur. Cet après-midi-là, le recteur Laurent convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Cet enfant va détruire notre réputation, dit-il. Si cela arrive à la presse, nous serons sous les projecteurs. Nous sommes déjà sous les projecteurs, corrigea la sous-directrice Alicia. Et non pas à cause de lui. Que proposez-vous? Lui donner une médaille? Je propose d'arrêter de le poursuivre, et s'il ne s'arrête pas, alors il faudra s'adapter. Le recteur frappa la table. Ici, nous ne nous adaptons pas à un boursier avec un complexe de martyr. Ce n'est pas un complexe, c'est la vérité, dit Alicia en se levant. Et même si vous essayez de l'effacer, la vérité s'écrit à l'encre indélébile. Cette nuit-là, Camilo reçut une note glissée sous sa porte. Ce n'était pas une menace, pas un message codé, juste une feuille avec 2 phrases écrites d'une ancienne calligraphie, les mots construisent des murs ou les abattent. Cela dépend de qui les prononce et de qui les écoute. En dessous, une initiale, E. Elias Marquet était vivant, ou quelqu'un d'autre écrivait en son nom. Camilo ferma la note, marcha jusqu'à son bureau et commença à écrire une nouvelle page. Cette fois, non pour se défendre, mais pour laisser un héritage. Car maintenant, il savait que si son père avait été effacé pour avoir écrit, il devait écrire pour que personne d'autre ne soit effacé. Le lundi suivant, en entrant en classe, Camilo remarqua quelque chose d'étrange. Les pupitres n'étaient pas alignés comme toujours, ils étaient en cercle. La professeure de philosophie, une femme rigide aux lunettes épaisses et à la voix presque métallique, les accueillit avec une phrase inattendue, « Aujourd'hui, nous parlerons de résistance. » Il y eut un silence inconfortable. Personne ne bougea. Résistance, répéta-t-elle, en tant que concept social, moral, politique et humain. Qui veut commencer? Personne ne leva la main jusqu'à ce que Julieta regarde en arrière et Camilo sut qu'on l'appelait. Il se leva sans rien dire. Résister, commença-t-il, c'est ne pas permettre qu'on vous façonne jusqu'à vous rendre méconnaissable. C'est se souvenir de qui l'on est, même quand tout le monde vous fait sentir que vous ne devriez pas exister. La professeure hocha la tête avec sérieux. Résister en écrivant et en lisant, ajouta-t-il, parce qu'on ne peut pas résister à ce qu'on ne comprend pas, et pour comprendre, il faut tout lire, même ce que d'autres ont censuré. La classe se transforma en un espace d'écoute réelle. Pour la première fois, il n'y eut ni hypocrisie, ni sarcasme, ni regard fuyant. Les élèves parlaient de leurs parents, de leur silence, des attentes. L'un confessa qu'il détestait le nom de famille qu'il portait. Un autre dit qu'il n'avait jamais lu un livre entier, mais qu'il voulait commencer. Julieta prononça une phrase que tous retinrent ensuite, « On nous a appris à être parfaits, mais on ne nous a pas appris à être vrais. »
Ce jour-là, Saint Bartholomé ne changea pas complètement, mais il se fissura de l'intérieur, une fissure de vérité, d'humanité et d'inconfort. Et toute fissure effraie ceux qui ont construit des murs. Quelques heures plus tard, le recteur reçut un appel. C'était du Conseil central. Nous avons des plaintes concernant des activités non autorisées, dit une voix grave à l'autre bout du fil, des salles de classe transformées en forums, des discours idéologiques, des enregistrements divulgués. Que se passe-t-il dans votre école? Un enfant transforme les mots en armes, répondit le recteur. Et les autres commencent aussi à les brandir. Neutralisez-le, ordonnèrent-ils, avant qu'il ne nous explose au visage. Ce même après-midi, le conseil scolaire émit une résolution interne. Il sera procédé à une révision intégrale de tous les contenus publiés, partagés ou rédigés au sein de l'Institut Saint-Bartholomé. Toute activité parascolaire non autorisée est temporairement suspendue. Les élèves devront remettre leur cahier de rédaction pour évaluation pédagogique. Une mesure préventive, un euphémisme de censure. Camilo reçut la nouvelle avec calme. Il ne protesta pas. Il ne fit pas de pancarte, ne rédigea pas de lettres. Il sortit juste son cahier, arracha les pages les plus intimes et les cacha dans une boîte en carton sous l'estrade cassée de la bibliothèque, non par lâcheté, mais par intelligence. Il savait que son histoire n'était en sécurité ni sur papier, ni dans son sac à dos, ni dans les salles de classe, seulement dans sa mémoire et dans celle de ceux qui l'avaient déjà écouté. Cette nuit-là, quelqu'un frappa à sa porte. C'était Julieta. Elle portait un cahier identique au sien. « Ne le rends pas, dit-elle. Nous n'écrivons plus pour une note, nous écrivons pour exister. » Camilo la regarda dans les yeux. « Et si on nous expulse, alors nous ferons une école d'où on ne pourra pas nous chasser. » Camilo sourit. Pour la première fois, il sourit vraiment. Le vent du changement ne soufflait pas seulement parmi les étudiants. Certains professeurs commençaient à se remettre en question. L'une d'elles, la plus jeune de l'établissement, âgée de seulement 29 ans, écrivit une lettre anonyme et la laissa dans la salle des professeurs. Si un élève est capable de nous apprendre à être courageux, alors nous avons fait quelque chose de mal en éduquant. La lettre disparut le lendemain, mais elle avait déjà été lue. Plus important encore, elle avait déjà été ressentie. Mais le système ne dormait pas. Pendant que Camilo gagnait le respect de ses pairs, un nouveau plan commençait à se tisser, plus subtil, qui n'utilisait ni menaces, ni cris, ni insultes. Il utilisait l'arme la plus dangereuse qu'une institution puisse avoir, l'isolement institutionnalisé. 2 jours plus tard, Camilo fut convoqué à une réunion académique avec la chef d'orientation. « Nous voulons vous aider à trouver votre vocation, dit-elle, souriante, et nous pensons que le mieux est de vous orienter vers un programme spécial, plus silencieux, plus adapté. » Adapté pour qui? Pour votre profil. Tout le monde n'est pas fait pour le collectif. On me met à l'écart? On vous protège. De quoi? La femme tarda à répondre. De vous-même, Camilo. Il quitta le bureau le cœur serré. Il savait que ce n'était pas une suggestion, c'était un avertissement. Il voulait l'isoler sans l'expulser, le désactiver sans le détruire. Cette nuit-là, il trouva dans son casier une nouvelle feuille écrite d'une ancienne écriture. On ne te fait pas taire pour ce que tu dis, on te fait taire pour ce que tu fais, ce que d'autres commencent à penser. Camilo rangea le papier, ferma le casier et comprit que sa lutte ne faisait que commencer. Camilo ne se rassit plus au dernier rang. Pendant longtemps, il s'était assis là comme quelqu'un qui se cache derrière un rideau déchiré, sans attendre que quelqu'un le regarde. Mais maintenant, c'était différent. Il n'écrivait plus seulement pour lui, ni pour comprendre, ni pour résister. Il écrivait pour provoquer le mouvement. Et c'est pourquoi, dès cette semaine, il occupa le siège du milieu, l'endroit le plus visible, le plus vulnérable et en même temps le plus stimulant. Les autorités continuaient de faire pression. Les annonces au haut-parleur retentissaient plus fréquemment, déguisées en normes pédagogiques. Il est rappelé que l'utilisation des cahiers personnels doit se limiter au contenu curriculaire. Tout groupe de discussion doit être préalablement autorisé par la coordination académique. Les étudiants qui partagent du matériel sans approbation seront convoqués pour révision. C'était une guerre de l'encre contre la structure, des idées contre la routine, surtout de la mémoire contre la peur. Julieta créa un petit groupe d'études avec 3 camarades qui, jusqu'à ce mois-ci, n'avaient jamais croisé Camilo. Ils l'appelèrent les lecteurs fantômes.
Ils se réunissaient dans l'ancien dépôt de cartes où personne ne regardait, pas même les gardiens. Là, ils lisaient des textes interdits, analysaient des discours historiques, discutaient d'idées que le plan officiel ne mentionnait pas. « Nous ne sommes pas un club », disait Julieta. « Nous sommes un miroir. »« Un miroir de quoi ?» demanda l'un des garçons. « De l'école qu'ils veulent cacher. » Camilo n'assistait pas aux réunions, mais il en était au courant et écrivait de petits textes qui apparaissaient ensuite sur les pupitres vides, chacun signé d'un symbole, le symbole du soleil. Personne ne savait qui les laissait exactement, mais tout le monde s'en doutait, et cela suffisait. Le recteur, informé du mouvement, décida de passer à la phase suivante, briser la cohésion interne de l'intérieur. Il mit en place une nouvelle figure institutionnelle, le coordinateur d'intégrité scolaire, un rôle destiné, selon le discours officiel, à préserver la convivialité harmonieuse et à surveiller le climat institutionnel. Mais en pratique, c'était un censeur déguisé, un professeur plus jeune, en costume, souriant et redoutable. Il s'appelait Gabriel Herrera. 3 jours après son arrivée, il convoqua individuellement 10 élèves, dont Julieta. « Nous savons ce que vous faites », lui dit-il en la faisant asseoir devant une feuille blanche. « Nous n'allons pas vous sanctionner. Nous voulons juste savoir pourquoi. » Julieta ne répondit pas. « Tu n'es pas en danger », ajouta-il. « Pas encore. » Julieta soutint son regard. « Ce n'est pas vous qui décidez. »« Bien sûr que si », dit Gabriel en baissant la voix. « Cette école ne se maintient pas par la vérité, elle se maintient par le contrôle. » Julieta se leva. « Alors, il est temps de changer la base. » Et elle partit, mais en sortant, elle tremblait. Camilo la trouva cet après-midi à la bibliothèque. Elle ne dit rien. Elle lui montra seulement une feuille. C'était un rapport de suivi. Il portait son nom, Fernandez marqué Camilo. Des dates, des comportements observés, des interactions, des extraits de ces textes, des commentaires subjectifs et, à la fin, une phrase encadrée en rouge, niveau d'influence critique, sujet à capacité de mobilisation non contrôlée. Camilo lut chaque ligne, le ventre noué. « Il te surveille », murmura Julieta. « Il nous surveille », corrigea Théil. Et pour la première fois, ils décidèrent de contre-attaquer, non pas par la violence, non par des scandales, pas même par des cris. Ils le feraient avec ce qu'on avait le plus essayé de leur enlever, les mots. 2 jours plus tard, dans les couloirs de l'école, des feuilles commencèrent à apparaître sur les murs, une tous les 3 mètres, non signées, non agressives, juste des vérités, les bibliothèques fermées sont des tombes de la pensée. La peur a plus de nom que le courage. On ne peut pas éduquer en silence si l'on s'attend à ce que quelqu'un parle ensuite. Nous ne sommes pas dangereux, nous sommes un miroir. Les auxiliaires les retiraient rapidement, mais il en apparaissait toujours plus. À l'heure du déjeuner, dans les toilettes, sous les pupitres, sur les couvertures des livres d'histoire. Camilo n'écrivait pas tout, mais il inspirait tout, et cela était plus puissant que n'importe quelle paternité. Le recteur convoqua une autre réunion d'urgence. Qui imprime ceci? Qui distribue? Qui permet? Mais plus personne ne savait, car il n'y avait pas de leader. Il y avait une conscience. Et quand la conscience se multiplie, on ne peut plus l'expulser, ni la sanctionner, ni la faire taire. Cette nuit-là, Camilo reçut une nouvelle note dans son casier. Une seule ligne, n'écris pas pour être applaudi, écris pour qu'on ne t'oublie pas. Elle n'avait pas de signature, mais Camilo sut de qui elle venait, de quelqu'un qui, de l'ombre, continuait de regarder et d'attendre. Le lendemain, le coordinateur d'intégrité scolaire remit une enveloppe cachetée au recteur. Elle contenait une proposition, une stratégie. Titre, réaffectation académique sélective, comment désarticuler sans affronter. Et sur la liste, Camilo figurait en tête du premier groupe. Le document ne portait pas de timbres officiels, mais il avait la force d'une décision prise dans des couloirs que personne n'empruntait. Le titre était clair, proposition de réaffectation académique sélective. Son objectif, encore plus clair, rétablir l'ordre institutionnel en limitant l'interaction d'éléments à influence déstructurante. Le nom de Camilo apparaissait sur la première ligne, à côté de 5 autres élèves, dont Julieta à Ponte. La méthode, les séparer dans des classes différentes, changer leurs horaires, limiter leur accès à certaines bibliothèques et leur assigner des tuteurs externes pour les aider à rediriger leur énergie critique. Mais ce qui semblait une réorganisation pédagogique était un exil silencieux,
une façon élégante de les effacer sans les expulser. La nouvelle n'arriva pas par les canaux officiels. Elle fut filtrée par un jeune professeur, le même qui, des mois auparavant, s'était contenté d'observer. En silence, il remit la copie à Giulietta avec un regard d'excuse. « De qui avez-vous peur » dit-il. « Pas de vous, de l'écho que vous avez laissé. » Elle la porta directement à Camillo, la lut une fois, puis la relut. « Alors, c'est ça » murmura-t-il. « Ils vont nous séparer, n'est-ce pas » dit Giulietta. « Ils vont essayer. » Cette nuit-là, le groupe d'étudiants qui se qualifiait de lecteurs fantômes se réunit dans l'ancien auditorium. C'était un espace oublié, fermé pour une réforme inachevée qui n'avait jamais été réalisée. Ils s'assirent en cercle sur la scène. Camillo était au centre, non comme un leader, mais comme un témoin. « Ils veulent nous fragmenter » dit Giulietta. « Mais nous ne sommes pas des pièces d'un échiquier. » « Ils nous éteignent un par un » ajouta un autre. Avec des sourires, avec des transferts, avec des accompagnements. Camillo éleva la voix pour la première fois de toute la réunion. « Et si nous répondions avec la seule chose qu'ils ne savent pas gérer ? Quoi ? Un acte qu'ils ne pourront pas effacer ? Quelque chose qui ne sera pas archivé ? Quelque chose qui restera en eux ? » Silence. « Une protestation » demanda quelqu'un. Camillo secoua la tête. « Une lecture publique. » Le plan acquis cette nuit-là grandit les jours suivants comme une rumeur qui prenait racine. Ils choisirent la date avec précision, le jour de l'anniversaire de l'école. Une journée pleine de discours solennels, de visites illustres, de parents en costume et de caméras institutionnelles. Le scénario idéal, non pas pour attaquer, mais pour montrer. Pendant ce temps, le recteur approuva officiellement la réorganisation. Les notifications arrivèrent sous enveloppe blanche et rédaction impersonnelle. Pour des raisons pédagogiques, votre réaffectation de section et de tuteur a été jugée opportune. Certains parents protestèrent, d'autres signèrent sans lire, d'autres applaudirent. Car les véritables ennemis de la pensée ne sont pas les cris, ce sont les signatures sans question. Le jour de la cérémonie arriva avec un ciel clair et des drapeaux déployés. Les élèves devaient entrer en file, en uniforme impeccable. Camillo se présenta avec une chemise blanche, un pantalon noir et une enveloppe dans la poche de sa poitrine. L'estrade était décorée de fleurs artificielles. Le mot « tradition » était suspendu en lettres dorées derrière les micros. Quand le recteur commença son discours, tout semblait se dérouler normalement. Saint-Bartholomé est plus qu'une école, c'est un héritage, une institution d'ordre et d'excellence. Mais alors, Camillo se leva. Il ne courut pas, il ne poussa pas, il marcha simplement jusqu'au devant. Personne ne l'arrêta, car personne ne l'attendait, jusqu'à ce qu'il soit juste à côté du recteur. Et alors, il parla. « Pardon » dit-il au microphone. « Cela ne prendra qu'une minute. » Le public se remua, mal à l'aise. « Cette école est tradition » continua-t-il. « Mais elle a aussi été silence, et pendant des années, j'ai appris à rester tranquille pour m'intégrer, à écrire dans l'ombre, à me taire quand ça faisait mal. Aujourd'hui, je veux lire quelque chose, non pour imposer, mais pour que vous écoutiez, ne serait-ce qu'une seule fois. » Il sortit la feuille de sa poche, la déplia et la lut. On nous a appris à respecter le marbre, mais jamais à regarder les fissures. On nous a donné des livres tronqués et on nous a demandé de ne pas poser de questions. On nous a traités de péchés, de problèmes, d'exceptions, mais nous ne sommes pas une exception. Nous sommes un miroir. Nous ne sommes pas contre l'école, seulement contre la partie de l'école qui veut nous rendre muets. Aujourd'hui, nous ne venons pas détruire. Nous venons vous rappeler que les murs n'ont pas d'avenir s'ils ne laissent pas entrer l'équité. Ce n'est pas une école, c'est un mausolée. Quand il eut fini, il n'y eut pas d'applaudissements ni de cris, seulement le silence, mais un silence différent, le silence de ceux qui ont été touchés par quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Camillo laissa le papier sur le pupitre, descendit de la scène et, un par un, d'autres élèves se levèrent sans parler, juste debout, Giulietta parmi eux. Puis les lecteurs fantômes, ensuite des élèves qui n'avaient jamais parlé à Camillo, et finalement des professeurs, 3, 5, 8, tous debout, regardant sans prononcer un seul mot. Ce fut la première fissure publique, et après cela, plus rien ne fut pareil. 3 semaines passèrent depuis l'événement, 3 semaines de silence officiel et de mouvements souterrains qu'aucun document n'enregistra, mais que tous ressentirent. Le recteur Laurent ne réapparut plus dans les couloirs.
Le coordinateur d'intégrité fut réaffecté pour des raisons administratives. Les salles de classe ne changèrent pas de place. Les élèves ne furent pas séparés, et les notes internes sur Camilo disparurent des archives sans explication. Personne ne s'excusa, personne n'admit rien, personne ne signa de documents, mais tous reculèrent, car la peur n'était plus la propriété exclusive des élèves. Camilo ne devint pas un héros. Il continua d'arriver tôt. Il continua d'écrire dans son cahier. Il continua de manger seul parfois et de garder le silence bien d'autres fois. Mais quelque chose avait changé. Il n'écrivait plus pour survivre. Il écrivait pour garder ce que d'autres ne savaient pas dire, et cela était plus fort que n'importe quelle médaille ou reconnaissance. Un après-midi nuageux, alors qu'il aidait la bibliothécaire à ranger des étagères que personne ne touchait depuis des années, il trouva une boîte sans étiquette. Elle était petite, en carton épais et humide par le temps. En l'ouvrant, il découvrit des dossiers jaunis, des livres sans couverture et une enveloppe scellée d'un ancien cachet de cire. Elle n'avait pas de destinataire, seulement un symbole dessiné à la main. Il l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une seule feuille manuscrite, écriture penchée, encre que le temps avait à peine estompée. Si tu lis ceci, c'est qu'il reste encore quelqu'un qui ne se résigne pas au bruit. Je m'appelle Elias Marquet. J'ai été élève de cette école et on ne m'a pas expulsé pour avoir menti. On m'a expulsé pour avoir montré ce qu'il voulait cacher. Ne laisse pas qu'on te définisse par ton sang ni par ton silence. Il y a des vérités qui ne naissent pas d'un nom de famille. Elles naissent du moment où tu décides de ne pas te taire. Je ne te connais pas. Mais si tu écris, nous faisons déjà partie de la même langue. Ne te retiens pas, car quand il ne restera plus personne pour se souvenir, il ne restera que ce que tu as écrit. Camilo s'assit par terre, lut la lettre une fois, puis encore et encore. Il ne pleura pas, il ne dit pas un mot, mais le lendemain, il porta la feuille avec lui, la copia à la main, la traduisit en latin, en russe, en français et en arabe. Puis il la cloua avec des punaises sur le mur central de l'école, juste sous la fresque, où l'on pouvait lire le mot « tradition ». Et au-dessus, il écrivit une seule ligne, « Ceci fait aussi partie de notre histoire ». Personne ne l'enleva, ni les dirigeants, ni les gardiens, ni les professeurs, car maintenant ils savaient que l'enlever était admettre qu'elle existait, et la laisser était accepter qu'ils avaient perdu le monopole de la mémoire. Julieta continua à écrire. Beaucoup d'autres aussi. Les cahiers se multiplièrent. Les couloirs commencèrent à avoir plus de livres dans les mains que de téléphones portables dans les poches. Et un jour quelconque, sans avertissement ni cérémonie, quelqu'un accrocha une affiche dans la bibliothèque, « Nous ne sommes plus des lecteurs fantômes ». En dessous, une liste de noms sans nom de famille, juste des prénoms. Et finalement, des années plus tard, Camilo écrirait son premier livre. Ce n'était pas une autobiographie, c'était une collection de textes sans signature. Des histoires brèves, des essais invisibles, des pensées semées. Il l'intitula simplement « Les pages qu'on ne m'a pas laissé lire », et dans la dédicace, il écrivit « À celui qui m'a appris qu'écrire n'est pas un acte, c'est une façon de rester en vie. » À Elias, à tous ceux qui ont donné une voix à ceux qui n'avaient pas encore de nom. Car dans un monde qui essaie d'oublier, ceux qui écrivent ne disparaissent pas. Ils deviennent semences. Ils continuent à parler. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette. Sur cette chaîne, chaque mot est écrit pour ceux qui ne veulent pas oublier. Et si vous croyez avoir tout vu, attendez d'entendre l'histoire de la fille qui nettoyait le hangar et a fini par concevoir l'avion qu'elle allait piloter, disponible dès maintenant.